Enlève-la. La voix de Cyprien était posée, sourde, mais porteuse d'une dureté froide et implacable. À l'intérieur de la salle de bal principale de l'hôtel de Paris à Monaco, privatisée pour ce gala de charité de la haute société européenne, l'éclat des lustres en cristal de baccarat se reflétait sur les flûtes de champagne des invités d'élite. Séraphine se tenait sur le côté de l'estrade des enchères. Son poignet gauche était enserré dans la poigne de fer de Cyprien. Elle ne bougeait pas. Les sourcils de Cyprien étaient profondément froncés, son regard dépassant Séraphine pour se poser sur Clélie, qui était assise dans un fauteuil roulant juste à l'extérieur de la section VIP. Clélie portait une fine robe blanche en soie, son visage aussi pâle que du papier. Elle couvrait sa bouche, toussant doucement, ses yeux débordant de larmes prêtes à couler à tout instant. « Cyprien, laisse tomber. » La voix de Clélie était aussi légère qu'une brise, comme si elle pouvait se dissiper. Je pensais simplement que la bague ancienne sertie d'un diamant taille coussin de Séraphine ressemblait tellement à celle que ma grand-mère m'avait laissée, celle que j'ai accidentellement perdue, je voulais la remporter aux enchères comme souvenir. Puisque Séraphine n'est pas disposée à s'en séparer pour la vente de charité de ce soir, oublie ça. Il ne me reste plus que quelques mois à vivre. Je ne devrais pas me battre pour ce genre de choses. La mâchoire de Cyprien se contracta férocement. La pression sur le poignet de Séraphine augmenta soudainement. Les articulations de la main de Séraphine craquèrent faiblement sous la pression. Elle déglutit difficilement, levant les yeux pour regarder l'homme avec qui elle était mariée depuis 3 ans. « Non, » dit Séraphine. Sa voix était très légère, mais d'une stabilité incroyable. « Séraphine, as-tu la moindre once de compassion en toi ?» Les yeux de Cyprien devinrent glacials, la regardant comme si elle était une étrangère dépourvue de toute raison. « Ce n'est qu'un misérable caillou de 5 carats. Je t'en achèterai 10 meilleurs demain. » Clélie en est arrivée à ce stade de sa maladie, et tu t'obstines à l'humilier devant le tout Monaco ce soir. Ce n'est pas celle que tu as achetée. Le regard de Séraphine tomba sur son annulaire. Elle appartenait à ma grand-mère. Ça suffit. Cyprien la coupa impitoyablement, n'écoutant même pas la seconde moitié de sa phrase. Sa main droite attrapa directement l'annulaire de la main gauche de Séraphine. À cause des gonflements du début de grossesse, l'anneau était coincé. Sans la moindre hésitation, Cyprien tira violemment vers l'extérieur. Un sifflement aigu se fit entendre. L'anneau de métal racla brutalement la peau de sa phalange, arrachant une couche de chair. Une douleur fulgurante remonta le long de ses nerfs instantanément. Cette bague en diamant ancienne, portant la chaleur corporelle de Séraphine et des traînées de sang, fut arrachée de force par Cyprien. Sans lui accorder le moindre regard, il jeta froidement le bijou sur le plateau d'argent des enchères caritatives à proximité. Avec un cliquetis sec, la bague rebondit sur le bord du plateau en argent, roula le long de l'épais tapis rouge et continua sa course directement hors des lourdes portes à double battant de la salle de bal principale. Les invités aux alentours eurent le souffle coupé. Les murmures enflèrent comme une marée montante. Séraphine regarda son annulaire vide. Le sang suintait de l'articulation, goutte à goutte, tombant sur l'ourlet de sa robe de haute couture hors de prix. Ses doigts commencèrent à trembler de manière incontrôlable. « Es-tu devenu fou ?» demanda doucement Séraphine. Cyprien se retourna, la fixant de haut avec un regard condescendant, plein d'avertissement et d'impatience. « Est-ce moi qui suis fou ou est-ce toi ? Séraphine, depuis quand es-tu devenue si vaniteuse et vicieuse juste pour accaparer l'attention ? Tu irais jusqu'à détruire le dernier petit souvenir d'une personne mourante. » En croisant son regard, l'estomac de Séraphine se retourna violemment. Une forte nausée physiologique remonta dans sa gorge. La couleur déserta son visage en un instant, et elle recula inconsciemment d'un demi-pas, voulant se libérer de la présence oppressante de Cyprien. Cyprien pensa qu'elle allait s'éloigner, ramasser la bague et continuer à faire un scandale. Un éclair d'impitoyabilité absolue traversa ses yeux. « Il lève la main !» Une gifle sèche, sonore et impitoyable, atterrit de plein fouet sur le côté droit du visage de Séraphine. La salle de bal entière tomba dans un silence de mort. Chaque conversation, chaque note de l'orchestre symphonique fut complètement étouffée par cette gifle. La tête de Séraphine fut projetée sur le côté. Un sifflement aigu et perçant explosa dans ses oreilles. Une empreinte de main rouge et enflée fit rapidement surface sur sa joue gauche. Elle goûta la saveur métallique et rouillée du sang dans sa bouche. Pendant une seconde, son cerveau se transforma en une feuille blanche couverte de grésillements. « Madame Saint-Cyr, si vous ne pouvez pas apprendre la décence la plus élémentaire, vous ne méritez pas de vous tenir ici. » Cyprien ajusta la manchette de son costume sur mesure, sa voix aussi froide que la glace. « Présentez vos excuses à Clélie immédiatement, puis rentrez chez vous et réfléchissez à votre comportement.
Des milliers d'yeux étaient braqués sur Séraphine. Il y avait de la moquerie, de la pitié, et la lueur vicieuse de gens de la haute société savourant un spectacle humiliant. Le grand PDG du groupe Saint-Cyr, pour l'amour de son premier amour malade, avait publiquement giflé son épouse légitime. Séraphine tourna lentement la tête. Elle pressa sa langue contre l'intérieur déchiré de sa joue. Elle ne couvrit pas son visage, ni ne versa une seule larme. Elle regarda simplement, en silence, dans les yeux de Cyprien, croisant ce regard calme et mort sans la moindre ride d'émotion. Le cœur de Cyprien rata inexplicablement un battement. Ses doigts se recroquevillèrent légèrement le long de son corps. « D'accord, » dit Séraphine. Juste un seul mot. Elle ne marcha pas vers Clélie, ni ne jeta un autre regard à Cyprien. Elle se retourna. Ses talons aiguilles foulèrent l'épais tapis de laine, alors qu'elle franchissait les portes de la salle de bal principale. Pas à pas. L'air dans le corridor était beaucoup plus froid qu'à l'intérieur. Séraphine s'arrêta près de la plinthe rouge sombre près de l'entrée. Cette bague en diamant ancienne reposait là, silencieusement. Elle se pencha, la ramassa et la serra dans sa paume. À l'extérieur de l'hôtel de Paris, la pluie s'abattait à verse. Le portier tenait un parapluie, voulant s'avancer pour l'accueillir. Séraphine l'ignora. Elle marcha sous la pluie battante, s'arrêtant près de la grille métallique d'une bouche d'égout au coin de la rue. Elle ouvrit la main. Plouf! Cette bague ancienne en diamant laissée par sa grand-mère, qu'elle chérissait tendrement, que Cyprien avait publiquement jetée au loin, tomba dans le conduit d'égout nauséabond, sans même faire de bruit. Après cela, Séraphine s'appuya contre un lampadaire. Une violente crampe saisit son estomac. Elle s'accroupit sous la pluie torrentielle et commença à vomir violemment. Elle n'avait rien mangé de toute la soirée, ne rejetant que de l'eau aigre et amère. La pluie s'écrasait contre son dos, la glaçant jusqu'aux os. Quand elle eut terminé, elle haleta lourdement pour reprendre son souffle, serrant le bas de son abdomen à deux mains. Une douleur lourde et tiraillante irradiait du plus profond d'elle-même. Quelque chose de chaud coulait le long de l'intérieur de ses cuisses. Sous la faible lueur jaune du lampadaire, Séraphine baissa les yeux et vit du sang couler le long de son mollet jusqu'à sa cheville, un rouge aveuglant, rapidement lavé par la pluie pour devenir un rose pâle. C'était le bébé qu'elle avait découvert porté il y a moins de 2 semaines, celui dont elle n'avait même pas eu le temps de parler à Cyprien. Séraphine fixa cette flaque de sang pendant un moment. Elle se leva lentement. Elle ne pleurait pas. Ses mouvements étaient encore plus stables et décisifs que d'habitude. Elle héla un taxi monégasque dont la lumière était allumée. « Hôpital Princesse Grace, urgence », dit-elle, sa voix sans la moindre secousse. À 2 heures du matin, les lumières fluorescentes blanches et dures de la salle d'urgence lui brûlaient les yeux. L'air sentait le désinfectant et l'alcool médical. Séraphine était assise sur une chaise en métal froid, sa robe de haute couture trempée collant étroitement à son corps. Le médecin urgentiste sortit en tenant une échographie, les sourcils froncés, une trace de pitié dans les yeux. « Mademoiselle de Monterland. » Le médecin jeta un coup d'œil dans le couloir. « Votre famille n'est pas là ?»« Aucune famille. » Séraphine regarda le papier dans la main du médecin. L'activité cardiaque fœtale est extrêmement faible, accompagnée d'une hémorragie massive. C'est une menace de fausse couche avancée. Le médecin soupira. Si vous êtes admise immédiatement, que vous restez alitée en permanence et que vous prenez des injections de progestérone, il y a être 30% de chances de le sauver. Mais cela nécessite qu'un membre de la famille signe une décharge concernant les risques. Le regard de Séraphine tomba sur l'horloge accrochée au mur. La trotteuse avançait d'un cran à la fois. Tic, tac. Ne le sauvez pas, dit Séraphine. Le médecin se figea. Pardonnez-moi, j'ai dit, ne le sauvez pas. Séraphine leva les yeux, son regard aussi clair qu'un bloc de glace. Programmez l'intervention maintenant. Mademoiselle de Monterland, c'est une vie. N'avez-vous pas besoin d'y réfléchir ou d'appeler votre mari pour en discuter? Docteur, l'interrompit Séraphine. Veuillez me remettre le formulaire de consentement. 5 minutes plus tard, Séraphine signa de manière indépendante tous les documents. Chaque trait de stylo était lourd. Sans l'ombre d'une hésitation, les portes de la salle d'opération s'ouvrirent. Séraphine enfila une blouse d'hôpital et s'allongea sur l'étroite table d'opération. Les lumières chirurgicales aveuglantes s'allumèrent au-dessus d'elle, la forçant à fermer instinctivement les yeux. Au moment où les instruments métalliques froids pénétrèrent dans son corps, une douleur violente et déchirante lui transperça instantanément les os. Les doigts de Séraphine s'agrippèrent aux rails de la table d'opération avec l'énergie du désespoir. Ses ongles devinrent blancs sous la force, une teinte meurtrie apparaissant à travers ses jointures. « Détendez-vous. Prenez de profondes respirations », murmura l'infirmière à côté d'elle d'une voix apaisante. Séraphine n'émit aucun son. Sa respiration devint rapide et fragmentée. «
Dans la seconde où la machinerie s'activa, une seule larme glissa du coin de son œil, disparaissant rapidement dans les cheveux au niveau de ses tempes. Ce fut la première larme qu'elle versa cette nuit-là, et la dernière. Juste avant que l'anesthésiste n'injecte les analgésiques, Séraphine leva le dos de sa main et essuya rudement, avec force, toute trace d'humidité de ses yeux. 1 heure plus tard, Séraphine sortit de la salle de réveil. Son visage était d'une pâleur cadavérique, et sa démarche était un peu raide, mais sa colonne vertébrale restait parfaitement droite. Elle marcha jusqu'au guichet de facturation, passa sa carte bancaire et prit tous les reçus. À l'extérieur de l'hôpital, la pluie avait cessé. La principauté, à 4 heures du matin, exhalait un calme funèbre. Séraphine sortit son téléphone et composa un numéro international. Après 3 sonneries, une voix féminine fluide, teintée d'accent parisien, décrocha. « Vivienne », commença Séraphine, la voix éraillée. « Mon Dieu, Sia, il est au milieu de la nuit à Paris. Pourquoi la femme invisible qui a disparu pendant 3 ans m'appelle-t-elle soudainement ?» La femme à l'autre bout du fil semblait totalement sous le choc. « Réserve-moi un vol, le tout premier vol. Je me fiche de la destination tant qu'il quitte le territoire. » Séraphine se tenait dans l'ombre sous l'aube de l'hôpital, regardant le feu tricolore clignoter de l'autre côté de la rue. Que s'est-il passé? Sia est-elle de retour? Oui, dit Séraphine. Dégèle mon compte en fiducie indépendant à la banque suisse. Contacte le service juridique pour qu'il se prépare à prendre en charge mes affaires privées. L'autre extrémité resta silencieuse pendant 2 secondes, suivie du cliquetis vif et efficace d'un clavier. Il y a un vol pour Genève dans 3 heures. J'émets le billet maintenant. Merci. Raccrochant, Séraphine prit une voiture avec chauffeur pour retourner au vaste domaine des Saint-Cyr, situé sur les hauteurs de Cap-Ferrat. En poussant la porte, la maison était plongée dans une obscurité totale. L'air portait encore la faible odeur de l'eau de Cologne au cèdre craquant que Cyprien avait vaporisé en partant le matin même. Séraphine n'alluma pas les lumières principales. Elle n'alluma qu'une seule applique dans le vaste hall d'entrée en marbre. Elle entra dans la chambre de maître, sortit une valise cabine noire de l'étagère du bas du dressing sur mesure. Elle n'emballa aucune des robes de haute couture de la saison. Elle n'emballa pas les sacs en cuir exotique à 6 chiffres. Elle n'emballa certainement aucun des bijoux hors de prix que Cyprien faisait livrer régulièrement pour elle chaque mois. Elle prit seulement son passeport, ses papiers d'identité, quelques tenues de base pour tous les jours, et un ordinateur portable personnel lourdement crypté. 15 minutes plus tard, la valise était pleine. Séraphine la ferma et la posa près du lit. Elle se retourna, son regard tombant sur l'immense lit king size au centre de la pièce, pour finalement se verrouiller sur la banquette en velours à son pied. Là trônait une élégante boîte cadeau. À l'intérieur se trouvait une cravate en soie bleu nuit. À la pointe de la cravate, une discrète lettre C était brodée à la main avec un fil d'argent d'une grande complexité. Séraphine avait passé 3 mois entiers à la coudre secrètement, point par point. L'anniversaire de Cyprien était après-demain. Elle avait initialement prévu de la lui offrir après le gala de ce soir. Séraphine s'avança et prit la cravate. La soie d'Hermès était fraîche et lisse. Elle se retourna, marcha jusqu'au bureau, ouvrit un tiroir et en sortit une paire de ciseaux de tailleur aiguisés. Cool. La première entaille trancha la lettre C qui représentait Cyprien. Le fil d'argent se rompit, s'enroulant en bouts effilochés. Cool. La deuxième entaille coupa la cravate en plein milieu. Séraphine ne montrait aucune expression. Ses mains étaient incroyablement stables. Le bruit des ciseaux s'ouvrant et se fermant était exceptionnellement clair dans la chambre silencieuse. Elle coupa cette cravate inestimable, dans laquelle elle avait versé 3 mois de son cœur, en lambeaux après lambeaux. Enfin, elle balaya le tas de restes dans sa main, marcha jusqu'au salon, et les jeta sans expression dans la poubelle à côté de la table basse en marbre de Carrare. Après avoir fait tout cela, Séraphine sortit une liasse de papier de son sac. C'étaient les dossiers médicaux, l'échographie, et ce formulaire de consentement chirurgical portant sa signature. Le formulaire portait clairement un tampon rouge indiquant « Intervention terminée ». Séraphine posa cette pile de papier à plat, en plein centre de la table basse. Pour éviter qu'il ne s'envole, elle saisit le verre en cristal de baccarat, dans lequel Cyprien buvait habituellement de l'eau, et maintint un coin des pages. À 5h30 du matin, Séraphine fit rouler sa valise noire hors de la porte d'entrée du domaine. L'horizon virait déjà à un gris pâle. La brume matinale portait un froid à glacer les os. Elle tira la porte d'entrée derrière elle, écoutant la serrure électronique émettre un bip aigu en s'enclenchant automatiquement. Elle ne se retourna pas même une fois. Elle monta dans sa voiture noire réservée à l'avance, et disparut dans l'allée sinueuse,
avant que le premier rayon de soleil matinal ne perce les nuages au-dessus de la mer Méditerranée. À 9 heures du matin, une Rolls-Royce noire s'arrêta en douceur devant le domaine. Cyprien poussa la portière et sortit. Sa veste de costume était drapée sur son bras, et dans sa main, il tenait un écrin à bijoux en velours bleu nuit. Après la fin du gala hier soir, Clélie l'avait traîné à l'hôpital pour une nuit entière d'examen. En quittant l'hôpital à l'aube, il se rappela le regard de Séraphine lorsqu'elle avait quitté la salle de bal. Une frustration inexplicable et irritable monta dans sa poitrine. Il était allé dans les coulisses des enchères, avait passé sa carte noire et acheté un collier de diamants à 10 millions d'euros. C'était sa méthode habituelle. Une gifle suivie d'une friandise. Séraphine était une femme intelligente. Tant qu'il lui offrait une porte de sortie, elle la prendrait et continuerait à être la parfaite et obéissante Madame Saint-Cyr. Cyprien poussa les portes d'entrée et changea de chaussures. Séraphine, appela-t-il, son ton portant son tranchant autoritaire habituel. « Descends ». La maison était d'un silence de mort. Il n'y eut absolument aucune réponse. Cyprien fronça légèrement les sourcils. Il entra dans le salon et jeta l'écrin à bijoux sur le canapé. « Encore en train de faire un caprice », pensa-t-il. Il desserra sa cravate, son regard balayant avec désinvolture la table basse. Cette pile de papier blanc capta instantanément son attention. Le verre en cristal les maintenait en place. La page du dessus était une échographie. À côté de l'image en noir et blanc, se trouvaient quelques lignes de texte froid. Les pas de Cyprien s'arrêtèrent. Il fixa ses mots, ses pupilles se rétractant légèrement. Il s'avança, tendit la main, déplaça le verre en cristal et libéra la pile de papier. Fausse couche imminente accompagnée d'une hémorragie massive. Formulaire de consentement chirurgical. Signature de la patiente. Séraphine de Monterland. Le tampon rouge dans le coin inférieur droit de cette dernière page brûla les yeux de Cyprien. Ses doigts se resserrèrent soudainement. Le papier fut écrasé en plis profonds dans sa paume. Ses jointures devinrent d'un blanc exsangue sous l'effet de la force. Séraphine. La voix de Cyprien monta brusquement dans les aigus, portant une trace de panique qu'il ne réalisait même pas lui-même. Il monta les escaliers à grandes enjambées jusqu'à la chambre de maître au premier étage et poussa violemment la porte. La porte du dressing était grande ouverte. Dans la section de Séraphine, ses tenues les plus fréquemment portées avaient disparu. Cette valise cabine noire qui trônait toujours dans le coin s'était également volatilisée. La respiration de Cyprien s'arrêta une seconde. Il se retourna, son regard balayant la banquette au pied du lit. La boîte qui avait contenu son cadeau d'anniversaire était vide. Ses yeux fouillèrent frénétiquement la pièce, pour finalement se verrouiller sur la corbeille à papier près de la coiffeuse. Un tas de lambeaux de soie bleu nuit y reposaient tranquillement. Quelques fils d'argent brisés brillaient d'une lueur froide et moqueuse dans le soleil du matin. Elle l'avait coupé en morceaux elle-même. Elle avait détruit non seulement une cravate, mais toute sa dévotion sans réserve des 3 dernières années et le tout dernier lien qui les unissait. Les paupières de Cyprien tremblèrent violemment. Un sentiment d'effroi massif et sans précédent serra son cœur comme une main invisible. Le bébé n'était plus là. Elle était partie, elle n'avait rien emporté. Elle n'avait emporté qu'elle-même, détruisant personnellement chaque trace de son passage. Cyprien sortit immédiatement son téléphone. Ses doigts étaient si peu coopératifs qu'il balaya l'écran de travers à 2 reprises avant de composer le numéro de Séraphine. Un silence de mort répondit dans l'écouteur. Puis vint une voix féminine mécanique et froide. « Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé est actuellement éteint. » Cyprien serra fermement son téléphone, debout au centre de la chambre vide. Le soleil du début de l'automne tombait sur lui, mais il ne ressentait aucune chaleur, seulement un froid glacial pénétrant jusqu'aux os, se propageant depuis la plante de ses pieds jusqu'à son cœur. Dumont résiliait toutes les cartes noires et les cartes de crédit secondaire au nom de Séraphine. Cyprien se tenait dans la chambre saccagée, serrant fermement ce formulaire de consentement chirurgical froissé dans sa main. Sa voix n'avait aucune inflexion, mais le soulèvement et l'abaissement rapide de sa poitrine trahissaient sa respiration. L'assistant à l'autre bout du fil se figea clairement, prenant 2 secondes pour confirmer prudemment. « Monsieur Saint-Cyr, toutes ? Même la carte Centurion sans plafond à son nom ? Toutes !» Le coupa Cyprien. « Prévenez nos agents d'aviation d'entreprise et les équipages de vol privés. Sans ma signature, Séraphine ne peut affréter aucun appareil. Appelez également ses gestionnaires de patrimoine privé chez BNP Paribas et Société Générale. Gelez ses privilèges de retrait sur ses fiducies nationales. » Raccrochant, Cyprien fixa le verre en cristal de baccarat abandonné sur la table basse. 3 jours, pensa-t-il froidement. Une femme qui venait de subir une intervention d'avortement sans aucune ressource financière,
qui depuis 3 ans n'avait rien fait d'autre qu'arranger des fleurs et lire des livres à la maison. Une fois qu'il aurait coupé ses flux de trésorerie et ses options de voyage, combien de jours pourrait-elle survivre là, dehors? Déchiqueter la cravate, laisser les factures médicales, ce n'était rien d'autre qu'une tactique d'autodestruction pour le forcer à baisser la tête. Cyprien lissa lentement le formulaire chirurgical froissé dans sa main et le replaça sous le verre en cristal. Sa mâchoire était tendue. Il ne baisserait jamais la tête. Le chef du groupe Saint-Cyr ne permettrait jamais à quiconque de défier son autorité absolue d'une manière aussi définitive. Changer les codes de sécurité des portes principales. Cyprien lança un ordre au majordome qui attendait dehors, ramassa sa veste de costume et sortit à grands pas. La pluie à Genève était glaciale. Séraphine, vêtue d'un trench-coat noir, sortit du terminal VIP de l'aéroport. Un vent froid s'engouffra dans son col. Elle s'arrêta inconsciemment, sa main droite pressant fermement contre le bas de son abdomen. Une douleur vive et tiraillante irradiait des profondeurs de son bassin. Une fine couche de sueur froide perla sur son front. « Sire !» La femme blonde qui attendait à l'extérieur du terminal s'avança rapidement, attrapant son bras. Vivienne regarda le visage d'une pâleur fantomatique de Séraphine, les sourcils fortement froncés. « Tu dois aller dans un hôpital tout de suite. Tu ressembles à une feuille de papier. » Séraphine ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Lorsqu'elle les rouvrit, la douleur dans ses yeux avait été complètement supprimée. « Pas la peine. Allons à l'étude du notaire. » Séraphine se redressa, retirant sa main de son estomac. « Ont-ils bougé en France ?» Vivienne lui tendit une tablette. L'écran affichait plusieurs emails urgents. « Il y a 10 minutes, le département financier du groupe Saint-Cyr a gelé toutes tes cartes de crédit secondaire. De plus, ils ont émis des ordres de restriction aux banques privées. Plusieurs de tes comptes nationaux sont désormais bloqués. » Séraphine regarda les avis de gel sur l'écran, fit glisser doucement son doigt et déplaça l'email directement vers la corbeille. Plus lent que ce que j'avais prévu. Elle rendit la tablette à Vivienne, ouvrit la portière de la voiture et monta. « As-tu contacté l'équipe de sécurité privée en France? Sont-ils entrés dans le domaine de Cap-Ferrat? » « Oui, mais... » Vivienne s'installa sur le siège conducteur et démarra le moteur. Même si Cyprien a changé les codes, l'équipe de sécurité avait des accès physiques de secours de haut niveau et est entrée. C'est juste que... L'inventaire que tu as fourni, ces 47 pièces de haute joaillerie et la douzaine d'antiquités du XVIIIe siècle, le coût logistique pour emballer et expédier tout cela est astronomique. De plus, cela nécessite des déclarations douanières spéciales. Cela prendra un demi-mois, au plus tôt. La voiture s'inséra sur l'autoroute suisse glissante. Séraphine regarda par la fenêtre les forêts de pins qui défilaient. Sa voix était légère, mais chaque mot était distinct. « Qui a dit que nous les expédions ?» Le pied de Vivienne se figea sur la pédale d'accélérateur. « Pas les expédier ?» La valeur estimée de ces articles combinés est de plus de 300 millions d'euros. Les laisser là, bas pour que Cyprien les récupère? Va acheter 2 masses industrielles lourdes. Séraphine détourna le regard. Demande à l'équipe de sécurité d'allumer toutes leurs caméras corporelles. Assure-toi que chaque recoin est enregistré. Vivienne jeta un coup d'œil à Séraphine dans le rétroviseur. Fais réduire toutes les émeraudes et tous les diamants en poudre. Fracassez les antiquités en morceaux. Prenez une paire de ciseaux et déchiquetez les sacs Hermès Birkin et toutes les robes de haute couture en lambeaux. Le rythme de parole de Séraphine ne se pressait pas. Une fois que tout est détruit, balayez tous les fragments dans des sacs poubelles industriels, emballez-les dans des caisses en bois et utilisez le fret international le plus rapide pour les envoyer au service courrier du siège du groupe Saint-Cyr. À l'attention du PDG. Vivienne eut le souffle coupé. Sia, c'est 300 millions d'euros. Ce sont les ordures pour lesquelles j'ai échangé 3 ans d'endurance et un enfant mort. Séraphine sortit son téléphone, retira sa carte SIM française et la jeta nonchalamment dans le cendrier de la voiture. C'est ça, les 5 jours plus tard, dans le bureau du PDG au dernier étage du siège du groupe Saint-Cyr sur l'avenue Montaigne à Paris. Cyprien était assis derrière son immense bureau, ses doigts tapotant avec impatience sur la surface en bois massif. L'assistant Dumont se tenait devant le bureau, la tête baissée. « Monsieur Saint-Cyr. » La famille de Monterland a répondu. Armand de Monterland a déclaré que sa fille n'a pas contacté la famille ces derniers jours. Il a également ajouté que si sa fille fait un caprice à propos de mademoiselle de Beauvau, il appellera personnellement pour la réprimander, lui disant de privilégier l'alliance entre les familles Saint-Cyr et de Monterland. Les doigts de Cyprien cessèrent de tapoter. 5 jours. Aucun relevé de dépenses. Aucun contact avec ses parents. Pas un seul centime touché sur ses comptes nationaux. Elle s'était évaporée de la surface de la terre. Les yeux de Cyprien s'assombrirent.
Il leva la main, desserra sa cravate, prit son téléphone et ouvrit ses messages. Il trouva le contact de Séraphine. Le dernier message était toujours celui qu'il avait envoyé lors du gala il y a 5 jours. « Rentre chez toi et réfléchis à ton comportement. » Cyprien fixa cette phrase un instant. Puis ses doigts volèrent sur le clavier. « Séraphine, ton petit jeu de guerre froide doit cesser. J'ai bloqué toutes tes cartes. Même ton père pense que tu es déraisonnable. Tant que tu prends un vol pour rentrer avant vendredi, je peux faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. L'affaire avec Clélie s'arrête ici. La position de Madame Saint-Cyr est toujours la tienne. » Il tapa le message, sentit que ce n'était pas suffisant, et ajouta une autre ligne. « Tu n'as pas un sou à ton nom. Tu ne peux même pas te payer un hôtel. Ne me force pas la main. » Il appuya sur « Envoyer ». Un point d'exclamation rouge apparut immédiatement sur l'écran. Message non distribué. La paupière de Cyprien trembla violemment. Il fixa ce point d'exclamation rouge, ses jointures blanchissant alors qu'il serrait le téléphone. Bloqué. Elle avait osé le bloquer. Bien, très bien. Cyprien laissa échapper un rire froid et claqua le téléphone face contre terre sur le bureau. Allez vérifier les registres de départ de son passeport. Utilisez toutes nos relations pour découvrir exactement dans quel pays elle est allée. Je refuse de croire qu'elle puisse s'évanouir dans la nature. Dumont sursauta, terrifié. Au moment où il se retournait pour partir, la porte du bureau fut brusquement poussée par la secrétaire. « Monsieur Saint-Cyr. » Le visage de la secrétaire était livide, pointant vers le couloir. Le service courrier en bas a fait monter plusieurs énormes caisses de frais internationales. Ils ont dit que Madame Saint-Cyr a expressément demandé qu'elle soit livrée directement dans votre bureau. Cyprien se redressa d'un coup, parfaitement droit. Un léger sourire froid et satisfait tirailla le coin de sa bouche. Elle avait fini par craquer, renvoyant ses bagages. C'était un prélude à la reddition, une façon de tester sa limite. Faites-les entrer. Cyprien s'adossa à sa chaise et ajusta ses manchettes. 4 lourdes caisses en bois, chacune mesurant plus d'1 mètre de large, furent traînées dans le spacieux bureau par plusieurs agents de sécurité. Les caisses portaient des étiquettes d'expédition internationale en provenance de Berne, en Suisse. « Ouvrez-les » ordonna Cyprien. Les gardes apportèrent des pieds de biche et arrachèrent les clous de la première caisse, un par un. Le bruit des planches de bois frappant le sol résonna avec un bruit sourd dans le bureau silencieux. Cyprien ramassa nonchalamment sa tasse de café. Au moment où le couvercle fut soulevé, une odeur de cuir poussiéreux et de débris s'échappa. Dumont se pencha pour regarder et tout son corps se figea instantanément, comme une statue prise dans les glaces. « Qu'est-ce que vous fixez ? Qu'y a-t-il à l'intérieur » Cyprien fronça les sourcils. La pomme d'Adam de Dumont tressauta difficilement, sa voix tremblante. « Monsieur Saint-Cyr, vous devriez regarder par vous-même. » Cyprien posa sa tasse de café, se leva et s'avança à grands pas vers la caisse. À la seconde où ses yeux tombèrent sur le contenu, les pupilles de Cyprien se contractèrent brusquement. Il n'y avait pas de vêtements soigneusement pliés. Il n'y avait pas de lettres implorant la paix. À l'intérieur de la caisse se trouvait un amas de ruines absolues. Ce collier d'émeraude à 15 millions d'euros qu'il avait remporté pour elle chez Christie's était maintenant brisé en une douzaine de morceaux. Les pierres précieuses vertes avaient été pulvérisées par un objet lourd, couverte de fines fissures et enduite de poussière. Cette œuvre de Fabergé antique, qu'il avait expressément dit à Séraphine d'essuyer avec soin, n'était plus qu'un tas d'éclats colorés reposant silencieusement au fond. À côté gisaient des dizaines de sacs Hermès Birkin déchiquetés. Les cuirs exotiques de crocodile et d'autruche avaient été violemment arrachés. Des fermetures éclairs et des fermoirs métalliques étaient éparpillés partout. Les 4 caisses en bois étaient entièrement remplies de ce genre d'ordures. La respiration de Cyprien s'arrêta. Il regarda fixement le collier d'émeraude brisé dans la caisse. C'était celui qu'il avait personnellement attaché autour du cou de Séraphine pour leur premier anniversaire de mariage. Ses pas s'arrêtèrent. Il fit soudainement un pas en avant et plongea ses mains dans les ruines pour creuser. Un éclat tranchant lui coupa le doigt. Du sang goutta sur le cuir ruiné, mais il sembla ne ressentir aucune douleur. Aucune lettre. Pas un seul mot. Seulement la destruction la plus complète et absolue. Silence. Un silence de mort. La secrétaire et les gardes dans le bureau n'osaient même pas respirer. Juste à ce moment, la ligne fixe privée sur le bureau de Cyprien sonna brusquement. C'était un numéro crypté. Seules quelques très rares personnes le connaissaient. Cyprien se retourna, revint à grands pas vers le bureau et arracha le combiné. Séraphine. La voix de Cyprien était effrayante, comme du papier de verre grattant contre du verre. Es-tu devenue folle ? Tu as fracassé pour 300 millions d'euros de biens ?
Et tu penses que cela prouve que tu as une colonne vertébrale? Qui t'a élevé à cette position pour te venger de moi? À qui t'es-tu vendu? À l'autre bout du fil, la voix de Séraphine était incroyablement calme. Aucune ondulation, aucune colère. Même le rythme de sa respiration était stable. Ordure reçue. Qui t'a donné l'audace de faire ça? Les doigts de Cyprien serraient le combiné si fort que ses ongles s'enfonçaient profondément dans sa paume. Toutes tes cartes ont été coupées. Pensais-tu que fracasser ces choses me ferait te jeter un second regard? Séraphine, tu es sans le sou en ce moment. Sur un seul mot de ma part, tu n'auras même pas l'argent pour acheter un billet de retour. Avez-vous fini de parler? Alors que la voix de Séraphine tombait, le bruit de page qu'on tourne se fit entendre à travers le téléphone. Cyprien se figea. Le 10/7 du mois dernier, la voix de Séraphine était comme un scalpel chirurgical froid, tranchant précisément à travers toutes les façades de Cyprien. Un paiement de 3,5 millions d'euros a été acheminé via le compte des relations publiques du groupe Saint-Cyr pour acheter une montre Patek Philippe pour Clélie de Beauvau. Le code de facture est P24092. La paupière de Cyprien trembla violemment. Un frisson lui parcourut l'échine. Cette transaction avait été cachée sans la moindre faille, traitée comme une dépense pour des cadeaux clients de haute priorité via les comptes d'entreprise. Pendant 3 ans, Séraphine n'avait jamais posé de questions sur l'entreprise. Elle s'était toujours contentée de jouer le rôle de la discrète Madame Saint-Cyr à la maison. Comment savait-elle? Tu as osé auditer les comptes de l'entreprise. Une trace d'incrédulité s'insinua dans la voix de Cyprien. Séraphine, tu as appris à jouer à des jeux. En novembre dernier. Séraphine ignora ces questions, continuant à lire de cette voix dépourvue de température. Sous le couvert d'un investissement outre-mer pour le groupe Saint-Cyr, vous avez créé une société écran dans les îles Caïmans et y avez transféré 40 millions d'euros. La destination finale de ces fonds était un compte de fiducie médicale pour Clélie de Beauvau aux États-Unis. Cyprien tituba d'un demi-pas en arrière, son mollet heurtant le bord de son fauteuil de bureau. Sa gorge se serra. Tous ces documents portaient le tampon de mon sceau personnel. Vous avez utilisé mon identité en tant que Madame Saint-Cyr pour garantir vos transferts d'actifs en faveur de votre premier amour. Séraphine laissa échapper un rire bref à l'autre bout du fil. Il n'y avait aucun humour dans ce rire, seulement une apathie totale et absolue. Cyprien, tout au fond de la 4e caisse, il y a une boîte en velours noir. À l'intérieur se trouve mon sceau personnel. La tête de Cyprien se tourna brusquement vers la 4e caisse à quelques mètres de là. J'ai déjà demandé à quelqu'un de prendre une scie industrielle et de couper le sceau en 2, dit Séraphine. Considérez cela comme une notification. N'envoyez plus jamais ces messages textes arrogants sur mon numéro français. Yeah? Séraphine, tu n'oserais pas. Bip bip bip. L'appel fut proprement déconnecté. Cyprien se tint paralysé, écoutant la tonalité de ligne. Il abaissa lentement le combiné, marchant pas à pas vers la 4e caisse. Ignorant les éclats de verre et le tissu déchiqueté, il plongea la main tout au fond. Sous une pile de vêtements ruinés, il trouva la petite boîte en velours noir. Il l'ouvrit. Un morceau de jade blanc immaculé y reposait tranquillement, sauf qu'il avait été tranché parfaitement au milieu. La coupe était lisse et plate, séparant de force le nom gravé Séraphine de Monterland en 2 moitiés complètement rompues. Cyprien fixa les 2 morceaux de jade brisés, son estomac se crispant soudainement. Il avait toujours cru que Séraphine était une vigne qui ne pouvait survivre qu'en s'accrochant à lui. S'il coupait ses nutriments, elle se flétrirait. Elle ferait des compromis. Mais maintenant, cette vigne n'avait pas seulement sectionné ses propres racines, mais avant de partir, elle avait fracassé un trou béant dans le mur qui la soutenait. « Monsieur Saint-Cyr » appela timidement Dumont, observant les doigts exsangues de Cyprien. Cyprien l'ignora. Il sortit son téléphone et composa le numéro crypté qui venait de l'appeler. « Nous sommes désolés. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. » Le pouce de Cyprien appuya lourdement sur l'écran jusqu'à ce qu'il devienne noir. Debout au milieu de 300 millions d'euros de ruines, regardant par la fenêtre les monuments de Paris, le souverain de cet empire absolu ressentit pour la toute première fois une panique nommée perte de contrôle remonter le long de son échine, suivant les bords de ce jade brisé. Mettez son nom sur la liste noire de l'industrie. D'ici la fin de la journée, je veux des lettres confirmées et tamponnées de chaque grande marque de joaillerie et maison de haute couture du pays. Cyprien était assis dans son fauteuil de bureau en cuir noir, faisant tournoyer un stylo en or massif. Son regard ne quittait pas les rapports financiers trimestriels devant lui. Sa voix était si calme qu'elle manquait de toute fluctuation. L'assistant Dumont se tenait devant le bureau, tenant une épaisse pile de dossiers, déglutissant difficilement. « Monsieur Saint-Cyr, les appels ont été passés. La moitié des grandes sociétés de mode et de joaillerie du pays ont ajouté son
ont ajouté le nom de Séraphine à leur liste noire RH. Aucune organisation légitime n'osera l'embaucher. De plus, les centres de cartes de crédit de toutes les grandes banques ont rejeté ces demandes d'ouverture de nouveaux comptes principaux. Le stylo de Cyprien s'arrêta, laissant une tache d'encre bleu nuit sur le papier. A-t-elle contacté qui que ce soit ces 3 derniers mois? Il leva les yeux. Non, son numéro de téléphone français est resté désactivé. Nous avons des gens qui surveillent ses parents, mais ils n'ont reçu aucun colis ni appel international. Armand de Monterland s'était justement plaint, lors d'un dîner de la chambre de commerce il y a 2 jours, que Séraphine est ingrate et n'a même pas appelé pour la Toussaint. Cyprien jeta le stylo sur le bureau avec un bruit sourd. 3 mois. Exactement 90 jours. Depuis le jour où il avait explosé de rage au sujet des bijoux fracassés, Séraphine s'était volatilisée de la surface de la Terre. Il pensait initialement que couper le seau et fracasser les objets n'était que le summum de son explosion émotionnelle. Une fois l'adrénaline dissipée, une femme habituée au luxe, affaiblie par une intervention chirurgicale récente, coincée dans un pays étranger, finirait par être à court d'options. Il avait scellé toutes les avenues pour qu'elle trouve un emploi. Il voulait qu'elle réalise clairement que sans Cyprien, sans le titre de Madame Saint-Cyr, elle n'avait même pas le droit de survivre dans cette société. La porte du bureau fut doucement poussée. Clélie, vêtue d'un ample gilet en cachemire et tenant un thermos, entra. Elle portait un maquillage très léger, ce qui la rendait encore plus pâle. « Cyprien, tu es encore resté tard au bureau. » Clélie posa le thermos, regardant les cernes sous ses yeux avec peine. « J'ai demandé au chef de préparer de la soupe. Tu devrais en boire. » Le regard de Cyprien tomba sur le thermos. Il ne bougea pas. Ses doigts tapotèrent inconsciemment 2 fois sur l'accoudoir. « Clélie, j'ai une vidéoconférence multinationale dans peu de temps. » Son ton s'adoucit légèrement, mais son corps ne se pencha pas vers elle. « Ta santé est fragile. Tu ne devrais pas faire de trajets spéciaux jusqu'au bureau. Je m'inquiétais juste pour toi. » Clélie baissa la tête, tortillant l'ourlet de sa chemise. L'action de la division luxe a chuté ces derniers temps. J'ai entendu le conseil d'administration. C'est à cause de ce qui s'est passé au gala. Cela a nui à l'image haut de gamme de la marque. Cyprien, est-ce que je te cause encore des problèmes? Si Séraphine est toujours en colère, je peux prendre l'avion et m'excuser auprès d'elle en personne. Cela n'a rien à voir avec toi. Cyprien la coupa, en fronçant les sourcils. L'action fluctue parce que notre collection phare pour le second semestre manque du soutien d'un designer international de premier plan. J'ai déjà géré le conseil d'administration. Mais, Clélie se mordit la lèvre inférieure. J'ai entendu dire que la finale de la haute couture mondiale au Grand Palais à Paris le mois prochain est critique pour l'industrie. Que cette créatrice de génie légendaire, SIA, annoncera son partenaire exclusif pour l'année prochaine après le défilé. Si nous pouvons obtenir un contrat avec SIA, l'action se stabilisera. Cyprien, peux-tu m'emmener à Paris? Je veux t'aider. Et je veux porter une des robes sur mesure de SIA pour vivre ça. Cyprien regarda ses yeux pleins d'attente et garda le silence pendant quelques secondes. Paris. La dernière trace qu'il avait de Séraphine était en Europe. Bien que la piste se soit rapidement refroidie, il avait le pressentiment qu'elle y était toujours. Très bien. Cyprien détourna le regard. Demande à Dumont de réserver les billets pour lundi prochain. 3 mois plus tard, la suite penthouse du Four Seasons Hotel Georges V, Paris. Dumont plaça 2 invitations à dorure sur la table basse en marbre, de fines gouttes de sueur perlant sur son front. Monsieur Saint-Cyr, voici les billets pour le défilé final de ce soir. Sa voix était faible. Cyprien se tenait près des fenêtres du sol au plafond, boutonnant ses poignets mousquetaires. Il se retourna, son regard balayant les invitations, son visage s'assombrissant instantanément. Zone dit. 2e rangée. Les pas de Cyprien s'arrêtèrent. Le groupe Saint-Cyr est l'un des 3 plus grands financiers du luxe sur le marché, et vous me dites que nous n'avons obtenu que la 2e rangée dans la couronne extérieure? Dumont essuya son front, n'osant pas lever les yeux. Monsieur Saint-Cyr, le plan de salle pour la finale de ce soir a été personnellement rédigé par Gaspard Delaroche, le président du comité mondial de la haute couture. Dans leur cercle, ils ne se soucient que de la lignée du design et du prestige de l'industrie. Les financiers ne sont pas bien placés à leurs yeux. Nous n'avons obtenu la zone D qu'en faisant jouer des relations de haut niveau auprès de plusieurs banques partenaires européennes. La porte de la chambre s'ouvrit. Clélie sortit vêtue d'une robe de soirée incroyablement chère. En entendant les mots de Dumont, son sourire se figea. « Cyprien, ne pouvons-nous pas nous asseoir au premier rang ?» Clélie s'avança et prit doucement son bras,
J'ai entendu dire que le premier rang ce soir rassemble toute la royauté européenne et l'élite mondiale de la mode. Si nous nous asseyons au deuxième rang, les médias ne diront-ils pas que Saint-Cyr est marginalisé? Les doigts de Cyprien se resserrèrent lentement, les veines sur le dos de sa main gonflant légèrement. Il retira son bras de l'emprise de Clélie et lissa le bas de sa veste de costume. Le placement n'est pas l'essentiel ce soir. Cyprien regarda les invitations, sa paupière tressaillant légèrement. L'essentiel, c'est la soirée VIP après le défilé. Quel qu'en soit le prix, j'ai besoin de la signature de SIA ce soir. Tant que nous obtenons un contrat exclusif avec SIA, nous serons les VIP du comité l'année prochaine. Il sortit son téléphone et vérifia l'écran. Dans ses contacts, cette photo de profil familière reposait toujours silencieusement dans la liste bloquée, sans le moindre mouvement. Au cours des 3 derniers mois, il avait déversé de vastes ressources à travers l'Europe à la recherche de Séraphine, mais c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Cette femme avait apparemment été effacée de la surface de la terre. Allons-y. Cyprien glissa son téléphone dans la poche de poitrine de sa veste et s'avança vers la porte. Dans les loges privées en coulisses du Grand Palais, l'air sentait le parfum au thé blanc. Derrière la porte, le bruit des tests musicaux du podium et des talkie-walkies était chaotique et assourdissant, mais à l'intérieur, c'était si calme qu'on pouvait entendre le bruissement du tissu. Séraphine était assise seule devant un immense miroir de coiffeuse. Elle portait un blazer noir structuré et asymétrique, au décolleté plongeant et à la taille cintrée avec une précision chirurgicale. Elle ne portait aucun bijou compliqué, seulement un anneau architectural pointu en argent sur son index droit. Elle se regarda dans le miroir. La ligne de sa mâchoire, autrefois douce, était maintenant aussi tranchante qu'une lame. Son visage était encore légèrement pâle, mais ses yeux contenaient une intensité acérée comme un rasoir qui empêchait les gens de la regarder directement. Elle leva lentement la main et la pressa contre le bas de son abdomen. Une douleur sourde et cachée pulsait le long de ses nerfs. 2 mois d'affilée de travail de conception éreintant, passant des nuits blanches avec 4 heures de sommeil, signifiaient que son corps ne s'était pas entièrement remis de cette chirurgie impitoyable. Les doigts de Séraphine s'enfoncèrent légèrement dans le tissu du blazer, ses ongles pressant ses paumes. Elle ferma les yeux. Dans la loge silencieuse, seule sa respiration légèrement lourde pouvait être entendue. 2 secondes, elle ne s'accorda que 2 secondes. 2 secondes plus tard, Séraphine rouvrit les yeux. L'épuisement et la vulnérabilité éphémère dans le miroir furent complètement purgés. À leur place se trouvait le calme absolu et la glace. Clic. La porte s'ouvrit. Vivienne entra vivement, tenant un talkie-walkie. Sia. Les invités de devant sont tous assis. Monsieur Delaroche t'attend à l'entrée VIP au bout du tapis rouge. Les gens de Saint-Cyr sont là aussi. Ils sont assis dans la zone D. Séraphine se leva, attrapant nonchalamment un dossier sur la table et le tendant à Vivienne. Que l'équipe juridique soit prête. Vivienne prit le dossier, y jeta un coup d'œil et eut le souffle coupé. Es-tu sûre de vouloir déclencher tout cela ce soir? Cela va provoquer un séisme dans la finance et dans le monde de la mode. L'action Saint-Cyr va probablement s'effondrer à l'ouverture de la bourse demain. Fais-le. Séraphine ne donna aucune explication. Elle s'avança sur ses talons aiguilles de 10 cm, poussa la porte et marcha d'un pas assuré vers les lumières du couloir. À l'extérieur du Grand Palais, la pluie d'automne tombait de façon continue. Le tapis rouge était flanqué des médias mondiaux et des flashs d'appareils photo. Les parapluies noirs fleurissaient dans la nuit comme des champignons. Cyprien et Clélie, guidés par le personnel, terminèrent de parcourir le tapis rouge et se tinrent en attente au poste de contrôle de sécurité VIP. Cyprien, qui est exactement cette SIA, se plaignit Clélie avec impatience. Te faire la queue ici, même toi, elle est trop arrogante. Plus tard à la soirée, tu devras me la présenter. Je veux qu'elle dessine personnellement ma robe de mariée. Avant que Clélie n'ait pu finir, les caméras environnantes crépitèrent soudainement comme des folles, illuminant la moitié du ciel nocturne d'un blanc cru. Chaque journaliste se retourna vers le début du tapis rouge, les objectifs zoomés. Une Maybach noire avec une plaque d'immatriculation spéciale de la mairie de Paris glissa silencieusement dans la zone de dépose du tapis rouge. La sécurité au poste de contrôle VIP resserra instantanément les barricades. Cyprien fronça les sourcils et regarda dans cette direction. Les personnes qui bénéficiaient de ce genre de traitement en Europe pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Gaspard Delaroche, le patriarche aux cheveux blancs qui détenait le pouvoir absolu dans le monde de la mode, tenait en fait lui-même un grand parapluie noir, marchant rapidement vers la portière arrière de la Maybach. Il ne laissa pas le voiturier y toucher. Il ouvrit la portière lui-même.
Un pied portant un escarpin noir pointu se posa fermement sur le tapis rouge glissant de pluie. Ensuite, une silhouette grande et élancée émergea de la voiture. Le blazer noir traçait une silhouette d'une domination écrasante. Ses longs cheveux étaient tirés en arrière de manière stricte, révélant un long cou pâle. Le bruit des déclencheurs d'appareils photo était assourdissant. Le regard de Cyprien balaya l'assemblée avec désinvolture, mais au moment où il toucha ce visage, ce fut comme s'il avait été frappé par la foudre. Il fut cloué sur place, sa respiration s'arrêta complètement, ses pupilles se contractèrent violemment, son cœur brutalement pressé par une main invisible. Séraphine, debout au bout du tapis rouge, escortée personnellement par Gaspard Delaroche, poursuivie frénétiquement par des centaines de médias mondiaux. Cette femme était Séraphine. Les doigts de Cyprien se resserrèrent violemment. La poignée de son parapluie noir émit un craquement écœurant. Le sang déserta entièrement ses jointures, les laissant d'un blanc spectral. C'est impossible. Clélie couvrit sa bouche, la voix tremblante. C'est Séraphine. Comment a-t-elle pu entrer dans la zone A? Pourquoi ce vieil homme tient-il un parapluie pour elle? Cyprien ne répondit pas. Son cerveau bourdonnait. Il vit Séraphine tourner la tête et chuchoter quelque chose à Delaroche. Delaroche, un homme connu pour sa sévérité, sourit avec une déférence extrême, s'inclinant même légèrement en la guidant vers les portes principales. Séraphine gardait son regard fixé droit devant elle. Ses yeux balayèrent les invités qui attendaient dans la zone D, sans s'arrêter une fraction de seconde. Lorsqu'elle passa à moins de 3 mètres de Cyprien, il fit inconsciemment un demi-pas en avant. Séraphine. La voix de Cyprien était terriblement rauque, sa pomme d'Adam tressautant avec difficulté. Les pas de Séraphine ne s'arrêtèrent pas le moins du monde. Elle ne tourna même pas la tête pour le regarder. C'était comme s'il n'était qu'un accessoire invisible près du tapis rouge. Portant une aura de froideur et de pression étouffante, entourée de dizaines de gardes du corps, elle marcha directement à travers les immenses portes dorées au centre du Grand Palais, des portes réservées exclusivement à la royauté et aux VIP de très haut niveau. Les portes se fermèrent lentement au nez de Cyprien. Cyprien resta rigide sous la pluie, les paupières tremblant violemment. La pluie froide battait contre ses épaules, mais il ne ressentait rien. Pendant 3 mois, il pensait qu'elle mourait de faim dans un bidonville. Il pensait qu'elle regrettait ses choix, mendiant un billet de retour. Mais elle ne l'était pas. Elle était montée sur un piédestal qu'il devait supplier juste pour l'apercevoir, le dépassant sans même le voir. Le défilé final dura 2 heures entières. Assis au 2e rang de la zone D, Cyprien n'avait pas l'esprit à regarder aucun des vêtements sur le podium. Son regard était fixé comme un clou sur le dos de la silhouette assise en plein centre du premier rang de la zone A. Séraphine était assise au cœur absolu du défilé. À sa gauche se trouvait Delaroche. À sa droite se trouvait le patron du plus ancien conglomérat de luxe de France. Ces titans des affaires et de la mode se penchaient pour lui chuchoter à l'oreille, avec des attitudes humbles et empressées. Clélie était assise à côté de lui, ses doigts déchiquetant presque sa robe. Elle devenait folle de jalousie. Pourtant, elle n'osait même pas respirer trop fort. La musique s'arrêta. Les lumières s'embrasèrent. Le maître de cérémonie monta sur scène et annonça dans un français passionné « Ce soir, nous exprimons notre plus profonde gratitude à l'âme de ce grand défilé, le plus jeune membre à vie de notre comité de la haute couture, Madame Sia. » Toute la salle se leva. Des applaudissements tonitruants éclatèrent. Assise au centre de la scène au premier rang, Séraphine se leva lentement. Elle se retourna face à l'ensemble du public et offrit un léger signe de tête approbateur. Les projecteurs frappèrent son visage. Froide, noble, intouchable. Cyprien fit soudainement un demi-pas en arrière, son genou heurtant le siège derrière lui. Sia? Elle était Sia, le dieu de l'industrie que le groupe Saint-Cyr avait passé 3 mois, et des ressources incalculables à supplier pour une réunion de 5 minutes lors de la soirée de ce soir, c'était elle. La femme qu'il avait personnellement giflée, dont il avait coupé les cartes de crédit. La poitrine de Cyprien se soulevait violemment. Un sentiment d'absurdité totale et une panique sans précédent s'entremêlèrent, lui montant directement au crâne. Une demi-heure plus tard, la soirée d'affaires VIP du dernier étage. Il n'y avait pas de médias ici, seulement de véritables financiers et des directeurs de marque. Cyprien avait demandé à Dumont de ramener Clélie à l'hôtel. Il se tenait seul, tenant l'épaisse proposition de partenariat de Saint-Cyr, naviguant à travers la foule vers le centre de la pièce, vers la zone entourée de stars. Séraphine tenait une coupe de champagne, écoutant le PDG d'une marque italienne parler. Séraphine. La voix de Cyprien résonna derrière elle, teintée d'une tension extrême et réprimée. Les personnes aux alentours cessèrent de parler,
leurs regards passant de l'un à l'autre. Delaroche fronça les sourcils et était sur le point d'appeler la sécurité, mais Séraphine leva doucement la main, l'arrêtant. Elle se retourna. Son regard tomba légèrement sur le visage de Cyprien. Aucune colère, aucune surprise, comme si elle regardait un document non pertinent. Cyprien la dévisagea. Il essaya de trouver une trace de façade dans ses yeux, mais il échoua. Il prit une profonde inspiration, forçant l'aura du patron du groupe Saint-Cyr, baissant la voix. « Penses-tu que changer d'identité et faire un spectacle à Paris efface ta responsabilité pour avoir détruit 300 millions d'euros d'actifs? Qui t'a élevé à cette position pour te venger de moi? À qui t'es-tu vendu ?» Le regard de Séraphine tomba sur sa cravate. Elle ne parla pas. Cyprien pensa qu'il avait touché une corde sensible. Son ton devint plus certain, portant un sens condescendant de charité. « Arrête de faire une scène. J'ai publié la liste noire de l'industrie en France, juste pour te donner une leçon. Je sais que les 3 derniers mois ont été incroyablement durs pour toi, c'est pourquoi tu utilises cette méthode extrême pour attirer mon attention. Reviens avec moi. Je peux te donner le poste de directrice créative de la nouvelle ligne de luxe de Saint-Cyr. » Il tendit même la main, voulant attraper le poignet de Séraphine. « Monsieur Saint-Cyr. » Séraphine parla enfin. Sa voix n'était pas forte, mais elle parvint clairement aux oreilles de tout le monde. Elle ne recula pas, ni n'esquiva sa main. Elle le regarda simplement avec les yeux de quelqu'un qui regarde un cadavre. « Avez-vous apporté la proposition de partenariat du groupe Saint-Cyr » demanda-t-elle. La main de Cyprien se figea en l'air. Il marqua une pause, tendant inconsciemment la proposition dans sa main gauche. Il pensait qu'elle prenait enfin la porte de sortie, acceptant de coopérer. Séraphine ne la prit pas. Vivienne s'avança, prit le document de 100 pages, tourna à la dernière page et la présenta à Séraphine. Séraphine sortit un stylo-plume en argent de la poche de son blazer. L'article 7 de votre proposition exige que Saint-Cyr détienne une participation de 60% dans la marque conjointe et exige que la ligne de production s'appuie sur la manufacture de soie centenaire que Saint-Cyr a acquise à Lyon, dit Séraphine, d'un rythme régulier, énonçant des faits objectifs. Cyprien fronça les sourcils. C'était l'atout majeur de Saint-Cyr. L'usine de Lyon était leur capitale pour s'étendre en Europe. Comment cette femme le savait-elle si clairement? Il redressa le dos. La chaîne d'approvisionnement de Saint-Cyr est la meilleure d'Europe. Une fois que tu auras signé, tu pourras avoir tout ce que tu désires. Dans le contrat d'acquisition de l'usine de Lyon il y a 2 ans, il y avait un addendum de détention par procuration, l'interrompit Séraphine, sa voix glaciale. La paupière de Cyprien tressauta. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que cette usine n'appartient pas au groupe Saint-Cyr. Séraphine le regarda, les coins de sa bouche dépourvus de la moindre courbe. Elle a été entièrement acquise par mon fonds de placement privé. Vous la gérez simplement par procuration. Les pupilles de Cyprien se contractèrent pour devenir des têtes d'épingle. Sa respiration sombra instantanément dans le chaos. Cette acquisition il y a 2 ans était incroyablement complexe. Séraphine n'avait jamais posé de questions sur les affaires de l'entreprise. Comment avait-elle pu utiliser sa fiducie? Attendez, c'était le compte caché qu'Armand de Monterland avait ouvert pour elle avant le mariage. Ce matin à 8 heures, Séraphine déboucha le stylo en argent. J'ai notifié à l'usine de Lyon de cesser indéfiniment de fournir des matières premières à Saint-Cyr. Les lignes de production de luxe de Saint-Cyr en Europe sont maintenant complètement paralysées. Tout. Cyprien fit un pas brusque en avant, ses doigts se recroquevillant en poings serrés, ses jointures si blanches qu'elles menaçaient de percer sa peau. Il avait toujours pensé tout contrôler. Il pensait que couper ses cartes coupait sa ligne de vie. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'au cours des 3 dernières années, elle ait tranquillement tenu un couteau sur sa jugulaire. Séraphine ne lui laissa aucune marge de respiration. Tenant le stylo en argent, elle appuya sur la proposition de Saint-Cyr, le document que Cyprien considérait comme une ligne de vie, et dessina un immense et impitoyable X du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Le bruit de la plume déchirant le papier fut d'une rudesse assourdissante dans la pièce silencieuse. Votre proposition est rejetée. Séraphine jeta nonchalamment la proposition aux pieds de Cyprien, le lourd document s'éparpillant sur la moquette hors de prix. Prenez vos ordures et foutez le camp de mon défilé. Après avoir dit cela, elle lança le stylo à Vivienne, se retourna et marcha vers le salon VIP, ne lui accordant jamais un autre regard. Cyprien se tenait complètement seul au centre de la foule. L'élite européenne de la mode le regardait comme s'il était un clown. Il baissa les yeux vers la proposition barrée à ses pieds. C'était comme si une poignée de verre pilé était coincée dans sa gorge. Il ne pouvait pas l'avaler, et il ne pouvait pas la recracher. Un immense sentiment de perte de contrôle et la terreur d'être totalement écrasé
rampèrent enfin le long de sa colonne vertébrale raide, se propageant sauvagement dans tout son corps. Séraphine pressa sa paume droite à plat contre l'immense fenêtre du sol au plafond de son studio de création. La pluie froide de Paris martelait lourdement le verre extérieur. Des traînées d'eau serpentaient vers le bas, brouillant les néons des rues en contrebas. Le froid rayonnant du verre s'infiltrait dans sa peau, mais elle ne retira pas sa main. Du plus profond de son bas-ventre, montait une douleur lente et sourde. 2 semaines de modélisme à haute intensité, combinées à la guerre commerciale éprouvante lors de la soirée d'hier, avaient poussé son corps au bord de l'effondrement. Séraphine ferma les yeux et appuya son front contre la vitre froide. Sa respiration était très légère et superficielle. Chaque inspiration s'accompagnait d'une douleur inévitable dans le bas de son dos. Ses doigts se recroquevillèrent inconsciemment contre le verre, ses ongles grattant la surface lisse avec un léger grincement. L'interphone interne sur sa table à dessin clignota soudainement en rouge. « Sire !» La voix de Vivienne résonna, mêlée à une panique évidente et à un bruit de fond. « Il y a une situation en bas ?» Cyprien Saint-Cyr a forcé l'entrée. La sécurité n'arrive pas à l'arrêter. Il est en train d'en venir aux mains. Doit-on appeler la police ? Séraphine leva lentement son front de la vitre. L'épuisement et le brouillard physiologique de douleur dans ses yeux furent complètement purgés dans la demi-seconde qu'il fallut pour cligner des yeux. « N'appelle pas la police. » Séraphine se retourna, sa voix parfaitement égale. « Laisse-le monter. » 5 minutes plus tard, les lourdes portes à double battant en bois du studio furent violemment poussées de l'extérieur avec un bruit sourd. Les portes heurtèrent les butoirs muraux et rebondirent. Cyprien se tenait dans l'embrasure de la porte. Son manteau en cachemire brioni hors de prix était complètement trempé. L'eau de pluie dégoulinait de ses cheveux ébouriffés. Sa cravate était tirée de travers, et les 2 boutons supérieurs de sa chemise avaient sauté, révélant des clavicules qui se soulevaient violemment au rythme de sa respiration rapide. L'homme qui était habituellement immaculé et intouchable ressemblait maintenant à une bête piégée qui avait perdu son chemin dans une tempête et s'était complètement effondrée. Séraphine se tenait derrière l'immense table à dessin en bois massif, tenant une paire de ciseaux de tailleur en argent. Elle le regarda entrer calmement. 2 immenses gardes de sécurité français suivaient de près Cyprien. Leur matraque était dégainée. D'un seul regard de Séraphine, il bondirait. Séraphine leva la main tenant les ciseaux et l'agita doucement 2 fois. Les gardes échangèrent un regard, reculèrent hors de la pièce et fermèrent les portes. Le vaste studio se retrouva avec seulement le bruit blanc de la pluie contre la vitre et la respiration lourde et saccadée de Cyprien. Il fit de longues enjambées à travers les chutes de tissu et les mannequins de couture. Marchant droit vers la table à dessin, l'eau de son manteau s'égoutta sur le coûteux tapis persan, s'épanouissant en taches sombres. « Es-tu satisfaite maintenant ?» Cyprien posa ses 2 mains sur la table à dessin, fixant directement les yeux de Séraphine. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses paupières tremblaient de manière incontrôlable. Les 4 chaînes d'approvisionnement de base de Saint-Cyr en Europe ont été complètement fermées ce matin. L'action a atteint sa limite à la baisse dès l'ouverture du marché. 30 milliards se sont évaporés en une matinée. Le conseil d'administration est assis dans mon bureau en ce moment même, frappant du poing sur la table. La voix de Cyprien était si rauque qu'on aurait dit qu'elle avait été poncée. « Séraphine, tu as fait tout ça juste pour me forcer à venir te trouver, n'est-ce pas ?» Séraphine posa les ciseaux. Le métal frappant le bois produisit un son froid et net. « Vous bloquez mes plans, » dit-elle. La respiration de Cyprien s'arrêta. Il regarda son visage sans émotion. Ses doigts se resserrèrent lentement sur le bureau, ses jointures devenant d'un blanc fantomatique sous l'effort. Il prit une profonde inspiration, se redressa brusquement et tira une enveloppe en papier kraft de la poche intérieure de son manteau trempé. Il la claqua sur les plans devant Séraphine. « J'ai renvoyé Clélie. » Le rythme de Cyprien s'accéléra, portant un besoin urgent de faire ses preuves. J'ai demandé à des gens de l'emmener à la clinique La Prairie à Montreux dans la nuit. J'ai coupé toutes les cartes de crédit à son nom et repris la maison que j'avais prêtée à ses parents. Elle n'apparaîtra plus jamais devant nous. Ce qui s'est passé au gala de charité, j'étais impulsif. Je m'excuse. Il s'arrêta, poussant légèrement l'enveloppe vers l'avant. À l'intérieur se trouve le transfert de propriété pour le domaine de Cap Ferrat. J'ai fait transférer la propriété entièrement à ton seul nom. Et un accord de transfert pour 10% des actions du groupe Saint-Cyr. Cyprien la fixait intensément, son ton portant une supplique désespérée qu'il ne réalisait pas, mêlée à sa pression habituelle. « Séraphine, si tu as suffisamment évacué ta colère, rentre à la maison avec moi. Tu es Madame Saint-Cyr, nous sommes mari et femme. Avec ton statut et ta réputation actuelle, plus le capital de Saint-Cyr, quand nous retournerons en France, plus personne n'osera te mépriser.
Séraphine baissa les yeux, son regard tombant sur le coin de l'enveloppe qui avait été humidifié par la pluie. Elle ne tendit pas la main pour la prendre. « Quand avez-vous découvert que j'étais à Paris ?» posa Séraphine, une question sans aucun rapport. Cyprien se figea. « Cela n'a pas d'importance. Vous avez utilisé les privilèges de vol privé de l'autorité européenne de l'aviation ?» La coupa Séraphine, son regard passant de l'enveloppe à son visage. « Parce que vous avez découvert que le luxueux sanatorium privé que vous aviez arrangé pour Clélie en Suisse a rejeté sa demande d'admission ce matin. » Les pas de Cyprien vacillèrent. Il regarda Séraphine avec incrédulité, ses pupilles se dilatant de manière incontrôlable. « Comment connais-tu l'existence du sanatorium de Montreux ?» La pomme d'Adam de Cyprien tressauta violemment. Séraphine prit les ciseaux de tailleur et tapota nonchalamment le bord de l'enveloppe. « Mercredi dernier, vous avez demandé à Dumont de traiter les papiers de transfert de Clélie. Vous pensiez que le simple fait de l'envoyer hors du pays clorait le chapitre. » La voix de Séraphine restait parfaitement plate. « Mais vous ne saviez pas que le bailleur de fonds majoritaire de cet établissement est mon partenaire financier. L'encre de votre signature en tant que garant financier n'était même pas sèche qu'une copie était déjà posée sur mon bureau. » Le visage de Cyprien devint d'une pâleur cadavérique. « Vous avez même ajouté une clause à la garantie stipulant que toutes les dépenses médicales seraient couvertes indéfiniment par les comptes offshore de Saint-Cyr. » Séraphine le regarda. « Cyprien, vous prenez 10% des actions de Saint-Cyr, qui sont sur le point de devenir du papier brouillon, et un domaine hypothéqué pour acheter la loyauté à vie de SIA. Pendant ce temps, vous pavez une route pavée d'or à vie pour votre premier amour. Vos calculs sont noués plus serrés que vos cravates. C'était juste par obligation morale. » La voix de Cyprien s'éleva brusquement. Il s'avança, son corps heurtant lourdement le bord de la table à dessin. Ses doigts s'enfoncèrent dans le bois, les veines saillant sur le dos de ses mains. « Elle ne vivra plus très longtemps. Je voulais juste l'envoyer très loin. Séraphine, la personne à qui je tiens vraiment, c'est toi. Si je ne tenais pas à toi, abandonnerais-je le chaos au siège, risquant d'être destitué par le conseil d'administration, pour voler jusqu'à Paris pour te trouver ? Votre seule préoccupation concerne le cours de l'action Saint-Cyr. » Séraphine ramassa l'enveloppe en papier craft. Cyprien pensa qu'elle allait enfin l'accepter. Ses épaules tendues se détendirent légèrement. « Tant que tu signes, nous repartons demain, et tenons une conférence de presse conjointe. Toute cette tourmente passera, » dit Cyprien avec empressement. Séraphine ignora ces mots. Tenant l'enveloppe, elle contourna la table à dessin en direction d'un imposant destructeur de documents de qualité industrielle dans le coin de la pièce. La voix de Cyprien mourut dans sa gorge. « Séraphine, que fais-tu » Il se retourna, regardant ses actions. Séraphine appuya sur le bouton de démarrage vert. La machine rugit à la vie avec un faible bourdonnement. Elle déchira l'enveloppe, en sortit l'épaisse pile d'actes de propriété et d'accords de transfert d'actions, et sans regarder une seule page, poussa le document supérieur estampillé du sceau de l'entreprise Saint-Cyr verticalement dans la fente d'alimentation. Les lames tranchantes en diamant s'engagèrent instantanément, mâchant l'accord inestimable en minuscules confettis qui plurent dans le bac transparent en dessous. Les paupières de Cyprien tremblèrent violemment. Il s'élança en avant, essayant d'arracher les documents restants de sa main. « Es-tu folle ? C'est 10% de Saint-Cyr ? Sais-tu ce que tu fais ?» Juste au moment où la main de Cyprien était sur le point de toucher les papiers, Séraphine poussa la pile restante, enveloppe comprise, directement dans la déchiqueteuse. La machine gémit sous la charge. Cyprien saisit le vide, ses mains heurtant le boîtier métallique froid du destructeur. Il regarda les confettis en morceaux dans le bac, et la dernière corde tendue dans son cerveau se cassa avec un écho sec. Séraphine. Il tourna la tête violemment, sa main droite attrapant le poignet de Séraphine. La force était immense. Un anneau rouge apparut instantanément sur sa peau. « Combien de temps vas-tu faire ce caprice ?» La voix de Cyprien perdit tout contrôle, se transformant en un rugissement réprimé. Il haletait lourdement dans l'air froid, ses yeux verrouillés sur les siens. « J'ai abandonné ma fierté. J'ai piétiné mes propres limites. J'ai traversé l'Europe pour te supplier. Que veux-tu de plus de moi ? Ne seras-tu satisfaite que lorsque tu m'auras détruit ? Détruit Saint-Cyr ? Détruit chaque dernière trace de ce que nous avions ? » Ses doigts se resserrèrent comme un étau. Il essaya d'utiliser la force physique pour récupérer une fraction du contrôle absolu qu'il avait autrefois sur cette femme. Séraphine ne se débattit pas. Elle le laissa agripper son poignet. Son regard voyagea de ses doigts aux jointures blanches jusqu'à ses yeux. « Lâchez-moi » dit Séraphine. 2 mots, aucune explosion émotionnelle, aucune accusation hystérique. Cyprien plongea son regard dans ses yeux. Il n'y avait pas de haine, pas de ressentiment, pas même de colère basique.
Il n'y avait que le vide de quelqu'un qui avait vu à travers tout et une profonde apathie qui le terrifiait plus qu'une gifle au visage. Ses doigts se raidirent, son emprise se desserrant inconsciemment d'une fraction. Séraphine libéra proprement son poignet. Elle fit un pas en arrière, établissant une distance physique. Puis elle mit la main dans la poche de son blazer et sortit son téléphone. Cyprien la regardait, déglutissant avec difficulté. « Que fais-tu » Séraphine déverrouilla l'écran, ouvrit ses contacts et fit apparaître ce numéro privé crypté que Cyprien essayait d'utiliser. Elle retourna le téléphone, le tenant devant son visage. Cyprien vit clairement l'écran. C'était la page des paramètres des contacts d'urgence. À côté de son numéro, il était clairement écrit « Époux, contact principal ». Elle l'avait forcé à configurer cela sur son téléphone il y a 3 ans, lors de leur mariage. « N'avez-vous pas toujours voulu savoir comment j'étais certaine que vous viendriez à Paris ce soir ?» Séraphine le regarda, sa voix cristalline par-dessus le rugissement de la déchiqueteuse. La respiration de Cyprien s'arrêta. « Il y a 3 jours, j'ai intentionnellement utilisé ce numéro pour me connecter au système de suivi des vols en France. » Le regard de Séraphine le transperça froidement. « Je savais que vos hommes surveillaient toutes mes anciennes empreintes numériques. J'ai laissé cet accès de contact d'urgence actif. Je ne l'ai pas supprimé juste pour vous attirer ici. » Cyprien tituba, son dos heurtant le mur. « Tu m'as attiré ici juste pour m'humilier en face ?» Sa voix tremblait. « Non. » Juste sous les yeux de Cyprien, Séraphine tapota l'écran. « Supprimer les privilèges de contact d'urgence. Confirmé. » Ensuite, elle recula vers la liste principale des contacts, glissa vers la gauche sur son nom. « Supprimer le contact. Confirmé. » Ce numéro familier disparut complètement de l'écran. Je vous ai attiré ici pour que vous puissiez regarder de vos propres yeux pendant que je jette le tout dernier lien entre nous à la poubelle. Séraphine remit son téléphone dans sa poche. Elle regarda l'homme affalé contre le mur, semblant entièrement vidé de ses forces. Vous pensiez que venir ici avec des actions et des maisons était un acte de grâce. Vous pensiez que tout ce que je faisais était pour attirer votre attention. Sa voix résonnait dans le studio caverneux. Cyprien, à la seconde exacte où vous avez arraché cette bague de mon doigt au gala de Monaco, vous étiez déjà un homme mort pour moi. Cyprien la dévisagea. Ses lèvres s'entr'ouvrirent silencieusement, mais aucun son n'en sortit. Ses mains pendaient mollement sur ses côtés, ses doigts tremblants d'une panique et d'un désespoir extrême. Il réalisa enfin qu'elle ne voulait vraiment plus de lui. Elle ne faisait pas un caprice. Elle ne négociait pas. Elle l'extirpait complètement et minutieusement de sa vie. Demain à 9h du matin, mon équipe juridique soumettra officiellement une plainte pour rupture de contrat contre le groupe Saint-Cyr à la Cour internationale d'arbitrage. Séraphine se retourna et marcha vers la table à dessin. Sortate de mon studio. Ne remettez plus jamais les pieds sur mon territoire. Cyprien se tenait rigide. Les gardes français ouvrirent la porte et le flanquèrent, lui faisant signe de partir. Cyprien ne résista pas. Comme une coquille vidée de son âme, il marcha lentement vers la porte, pas à pas. Sur le seuil, il s'arrêta et regarda en arrière. Séraphine avait déjà repris ses ciseaux, la tête baissée, concentrée sur ses plans. Son dos était droit et tranchant, comme si la conversation qui venait de briser tout son monde n'était rien de plus qu'un grain de poussière insignifiant. La déchiqueteuse s'était arrêtée. Seule la pluie froide continuait son assaut inlassable sur les fenêtres, produisant un son étouffant. Le regard de Cyprien s'attarda longuement sur son dos. Enfin, les lourdes portes se fermèrent lourdement sur son visage. Supprimer ses tendances sur les réseaux sociaux. Tout le département des relations publiques est-il mort ? À l'intérieur du bureau du PDG du groupe Saint-Cyr, Cyprien claqua une tablette sur le bureau en bois massif. L'écran se brisa instantanément en une toile d'araignée, le reflet renvoyant ses yeux injectés de sang. Dumont se tenait à 3 pas de là, des sueurs froides coulant de son menton sur la moquette. « Monsieur Saint-Cyr, nous ne pouvons pas les supprimer. » La voix de Dumont tremblait. Juste avant l'ouverture du marché ce matin, des dizaines de grands médias nationaux ont simultanément reçu un registre anonyme. Il détaille exactement comment la fondation médicale de la famille de Beauvau blanchit de l'argent et détourne des fonds de charité depuis 3 ans. La brigade financière est impliquée. Le domaine des de Beauvau a été perquisitionné il y a une demi-heure. Les parents de Clélie ont été arrêtés à l'aéroport Charles de Gaulle alors qu'ils essayaient de fuir le pays. La poitrine de Cyprien se souleva violemment. Ce n'est pas tout. Dumont déglutit difficilement, bravant la tempête. En annexe du registre que les médias ont publié, il y avait un relevé bancaire montrant vos comptes offshore payant des frais médicaux exorbitants pour Clélie de Beauvau. Maintenant, l'Internet entier condamne Saint-Cyr, nous qualifiant de complices de la corruption des de Beauvau.
L'action Saint-Cyr a ouvert à la limite basse. La capitalisation boursière a chuté de 40 milliards d'euros en une matinée. Cyprien s'appuya lourdement sur le bureau, ses jointures d'un blanc d'os. Elle avait fait son mouvement. Il savait que Séraphine avait fait ça. La femme qu'il traitait autrefois comme un accessoire fragile n'avait pas seulement sectionné sa chaîne d'approvisionnement européenne, mais avait également déterré tous les sales secrets de la famille de Beauvau, portant un coup fatal précisément au moment où Saint-Cyr était à son point le plus faible. Les lourdes portes à double battant du bureau furent poussées violemment. Plusieurs membres du conseil d'administration aux cheveux blancs firent irruption. À leur tête se trouvait l'oncle de Cyprien, Renaud Saint-Cyr. « Jusqu'où vas-tu laisser les choses aller ?» Renaud claqua sa canne sur le sol. « Pour une quelconque femme de côté, tu humilies publiquement ta femme légitime, et maintenant tu as causé ce désastre massif. La Cour internationale d'arbitrage de Paris ouvre le dossier de rupture de contrat de l'usine de Lyon demain matin. Si nous perdons, tous les actifs de Saint-Cyr en Europe seront gelés. La famille Saint-Cyr entière brûlera avec toi. » Cyprien ne dit rien, sa mâchoire était serrée à bloc. « J'ai déjà contacté Armand de Monterland. » Renaud s'avança, le visage froid. Les de Monterland sont terrifiés à l'idée d'être impliqués et ont accepté de faire une médiation. Tu vas prendre l'avion pour Paris tout de suite et ramener Séraphine. Tant qu'elle publie une déclaration disant qu'il s'agit d'un conflit conjugal et abandonne l'arbitrage, Saint-Cyr peut être sauvé. Elle ne me recevra pas. La voix de Cyprien était rauque, comme s'il avalait du sable. Ce n'est pas à elle de décider. Renaud ricana. Elle s'est mariée dans la famille Saint-Cyr. À quoi lui sert-il de nous mettre en faillite? Appelle l'équipe juridique. Prépare un transfert pour 20% des capitaux propres de l'entreprise. Donne-lui un vrai pouvoir pour la calmer. Cyprien ferma les yeux. Il savait que 20% ne satisferait pas la Séraphine d'aujourd'hui. Il y a quelques jours à peine à Paris, elle l'avait déchiqueté sans un second regard. Mais c'était la dernière chance de Saint-Cyr. Et sa dernière chance. Dumont. Cyprien ouvrit les yeux, une résolution grise et morte à l'intérieur. Dites au service juridique de changer les chiffres. Transférez toutes mes actions personnelles dans Saint-Cyr, tous mes trusts offshore et tous mes biens immobiliers nationaux. Transférez tout au nom de Séraphine. Les yeux de Renaud s'écarquillèrent de choc. Es-tu fou? C'est 20 milliards d'euros d'actifs. Tu abandonnes toute ta main. Comment pourras-tu jamais avoir une place dans la famille Saint-Cyr à nouveau? Faites ce que je dis. Cyprien attrapa sa veste de costume sur sa chaise et sortit à grands pas par la porte. Préparez le jet pour Paris. Le lendemain matin, Cour internationale d'arbitrage, Paris, à l'intérieur de la salle de médiation numéro 1, on aurait pu entendre une mouche voler. L'immense lustre en cristal projetait une lumière blanche et froide sur la table en acajou de 10 mètres. Séraphine portait un chemisier en soie blanche minimaliste, sous un blazer noir structuré. Elle était assise d'un côté de la table, tenant une tasse de café noir chaud. Son visage était pâle, mais sa colonne vertébrale était parfaitement droite. Ses yeux se concentraient clairement sur les documents devant elle. Assis à côté d'elle se trouvaient 3 avocats internationaux français de haut niveau en robe noire et Vivienne, qui exécutaient sa fiducie. À la tête de la table siégeaient 3 arbitres internationaux d'apparence sévère. Des pas urgents approchèrent. Les portes en noyer furent poussées par les huissiers. Cyprien entra. Sa démarche était raide. Son costume gris foncé était toujours impeccable, mais les lourds cernes sous ses yeux et la ligne serrée de sa bouche le faisaient ressembler à une corde d'arc sur le point de se rompre. Derrière lui se trouvait Renaud Saint-Cyr, 2 membres du conseil d'administration, une armée d'avocats, et Armand de Monterland, visiblement venu en urgence dans la nuit pour faire pression. Séraphine regarda son père entrer. Les doigts tenant sa tasse de café ne tremblèrent pas une seule fois. Elle détourna simplement le regard calmement, ramenant ses yeux sur les documents. « Vos honneurs », le conseil principal de Saint-Cyr s'avança. « Avant l'audience formelle, mon client souhaite initier une ultime négociation de règlement à l'amiable. » L'arbitre en chef hocha la tête et regarda Séraphine. « Madame, acceptez-vous la négociation ?» Séraphine posa sa tasse de café avec un léger cliquetis. « Oui. » Accordez-leur 5 minutes. La délégation Saint-Cyr s'assit de l'autre côté de la table. Armand de Monterland regarda sa fille en fronçant les sourcils et parla le premier. « Séraphine, tu as causé assez de scandales. Cyprien sait qu'il a eu tort. Les de Beauvau ont appris leur leçon. Comment une femme seule va-t-elle survivre? Abandonne l'arbitrage aujourd'hui devant tes aînés et rentre à la maison avec Cyprien. Aie un peu de respect pour nos 2 familles. » Séraphine ne leva pas les yeux. Elle tourna une page de son dossier. « Monsieur de Monterland, les affaires sont les affaires. Si vous êtes ici pour discuter de questions familiales, la sortie est à votre gauche. Ceci est une cour d'arbitrage internationale.
Le visage d'Armand devint livide. Il claqua la main sur la table. « Comment oses-tu ? Armand, calme-toi. » Renaud l'arrêta et se tourna vers Séraphine, adoucissant son ton. « Séraphine, nous sommes tous une famille. Cyprien a été un salaud et je l'ai réprimandé. Le groupe Saint-Cyr affecte les moyens de subsistance de dizaines de milliers de personnes. Tu es une fille intelligente. Tu ne devrais pas t'engager dans une destruction mutuelle assurée. Dicte tes conditions, tout ce que tu veux. » Séraphine leva enfin les yeux. Son regard contourna Armand et Renaud, atterrissant directement sur le visage de Cyprien. Cyprien la fixait depuis son entrée. Regardez son attitude calme, gracieuse, intouchable. Le trou noir sans fond dans sa poitrine lui déchirait vicieusement les entrailles. Il s'élève. Sous les regards choqués de tous, Cyprien contourna l'immense table en acajou, pas à pas, jusqu'à se tenir juste devant Séraphine. L'huissier s'avança, mais Séraphine leva la main pour le repousser. Cyprien s'arrêta à un demi-pas. Il la regarda de haut. « Séraphine ?» Sa voix était détruite, tremblant violemment. Il tira un épais document de sa poche intérieure. La couverture portait en lettres d'or, accord de transfert irrévocable d'actifs. La seconde suivante, les genoux de Cyprien plièrent et il tomba droit sur le tapis rouge sombre, s'agenouillant juste devant Séraphine. Des exclamations de stupeur résonnèrent dans la salle de médiation. Renaud sursauta de sa chaise, sa canne cliquetant sur le sol. « Cyprien, que fais-tu ? Tu représentes la famille Saint-Cyr ?» Armand de Monterland fut abasourdi et réduit au silence. Un PDG milliardaire, un tyran impitoyable des affaires, s'agenouillait devant une femme dans une cour internationale, devant des avocats et des aînés, abandonnant complètement sa dignité. Cyprien était sourd à la pièce. Il tendit le document à Séraphine des deux mains, ses yeux si rouges qu'on aurait dit qu'ils allaient saigner. « Séraphine, c'est 20 milliards. Toutes mes actions dans Saint-Cyr, tous mes actifs ici et à l'étranger. » Ses cordes vocales grinçaient. « J'ai tout apporté. Signe, et tout est à toi. » Sa respiration était saccadée, mêlée à une supplique désespérée. « Les actions, le titre de Madame Saint-Cyr. Tout est à toi. » Cyprien leva les yeux vers elle, serrant le dossier si fort que ses jointures étaient blanches. « Tu m'as assez puni. Rentre à la maison avec moi. » La pièce était dans un silence de mort, à l'exception de la respiration lourde de Cyprien. Tout le monde regardait Séraphine. La tentation de 20 milliards d'euros, plus la capitulation absolue d'un homme puissant. Pour n'importe qui, c'était la fin victorieuse ultime d'un complot de vengeance. Séraphine baissa les cils. Son regard se posa sur le visage pâle et pathétique de Cyprien pendant 2 secondes. Puis elle regarda l'accord de transfert d'actifs. Elle ne tendit pas la main. Le 4 novembre, il y a 2 ans, Séraphine parla soudainement. Sa voix était incroyablement claire dans la pièce silencieuse. Son rythme régulier, dépourvu de toute fluctuation émotionnelle. Les mains de Cyprien se raidirent, sa paupière tressauta violemment. « Vous avez rencontré un gestionnaire de fiducie offshore des îles Caïman au Peninsula Hotel à Paris. » Séraphine le regarda comme si elle lisait un rapport financier qui n'avait rien à voir avec elle. « Vous m'avez dit que vous étiez à un forum financier asiatique. » Les pupilles de Cyprien se contractèrent. Sa respiration s'arrêta entièrement. Un demi-mois plus tard, 6 grands projets immobiliers sous l'égide de Saint-Cyr ont déclaré des pertes comptables. Immédiatement après, 1 milliard d'euros a été acheminé via une toile complexe de société écran vers ce compte au Caïman. Séraphine ouvrit le tiroir à côté d'elle et en sortit une chemise gris foncé. Les lèvres de Cyprien bougèrent, mais aucun son n'en sortit. Des sueurs froides roulèrent le long de ses tempes. Vous avez utilisé mon pouvoir de signature conjointe sur les comptes offshore de Saint-Cyr pour enregistrer ce milliard. Comme une créance irrécouvrable de mes investissements personnels ratés, l'utilisant pour dissimuler une fraude fiscale massive de l'entreprise. Séraphine déroula la ficelle du dossier. Si le fisc enquêtait, je serais la principale partie responsable. Non, non. La pomme d'Adam de Cyprien tressauta. Séraphine, c'était juste de l'optimisation fiscale standard d'entreprise. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je pensais juste... Vous pensiez juste que je ne lirais jamais les annexes techniques. Vous pensiez que je serais pour toujours l'idiote qui vous attendait à la maison? Séraphine l'interrompit. Elle tira une épaisse liasse de papier du dossier et les claqua directement au visage de Cyprien. Le bord tranchant des papiers lui entailla la joue, laissant une fine ligne de sang. Des dizaines de pages de relevés bancaires estampillés et de preuves de lanceurs d'alerte s'éparpillèrent sur le tapis, d'une exhaustivité terrifiante. Ceci est un rapport de dénonciation pour 1 milliard d'euros de fraude fiscale, complet avec une chaîne de preuves pour le transfert illégal d'actifs matrimoniaux. Séraphine le regarda froidement.
À 8 heures ce matin, les originaux ont été placés sur les bureaux de la Direction générale des finances publiques et de la brigade financière. De l'autre côté de la table, les jambes de Renaud cédèrent et il s'effondra dans sa chaise, le visage blanc comme du papier. 1 milliard de fraude fiscale. C'était une condamnation à mort qui rayerait Saint-Cyr de la cote boursière et enverrait ses cadres centraux en prison fédérale. Agenouillé sur le sol, regardant les preuves éparpillées, Cyprien avait l'air d'avoir eu l'âme aspirée hors de son corps. Ses doigts eurent des spasmes incontrôlables. Séraphine plaça doucement les 2 dernières fines feuilles de papier du dossier par-dessus l'accord d'actif de 20 milliards. C'était un accord de divorce. Je n'ai pas besoin de vos 20 milliards d'ordures. Séraphine regarda l'homme agenouillé à ses pieds, ses yeux dépourvus de température. Prenez vos actions et dépensez-les lentement en prison. Elle ramassa son stylo-plume et le jeta sur le tapis devant Cyprien. Il roula 2 fois et s'arrêta près de ses doigts blancs. Zignesle. Elle cracha les derniers mots, chaque syllabe comme une lame recouverte de glace. Et ensuite sortez de ma vue. Les mains de Cyprien pressaient contre le tapis. Il fixa l'accord de divorce. Les voix, la lumière, tout semblait être aspiré hors de son monde. L'empire dont il était si fier, le contrôle qu'il s'était tant battu pour maintenir, la dignité qu'il avait abandonnée aujourd'hui, tout était réduit en poussière devant ces quelques pages. Il essaya de lever les yeux vers Séraphine une dernière fois, mais découvrit qu'il n'avait même pas la force de lever la tête. Une agonie déchirante lui lacéra la poitrine. C'était le désespoir de vraiment tout perdre, de voir chaque issue de secours sectionnée. Après 2 minutes de silence de mort, les doigts tremblants de Cyprien s'avancèrent lentement vers le stylo. Le stylo plana au-dessus de la ligne de signature. Sa main tremblait violemment. Le stylo sur mesure qu'il avait utilisé pour signer d'innombrables contrats à plusieurs milliards pesait maintenant comme un fer rouge. La pièce était silencieuse. Tous les yeux étaient fixés sur sa colonne vertébrale courbée. Il déglutit difficilement. Son regard s'éloigna du lettrage en gras de l'accord de divorce, essayant de voir le visage de Séraphine. Séraphine était assise en face de lui, regardant son téléphone, faisant défiler un email avec détachement. « Si je signe, abandonneras-tu vraiment l'arbitrage ?» La voix de Cyprien était sèche, s'accrochant à une lueur d'espoir microscopique. Séraphine ne leva pas les yeux. « Vous n'avez pas le droit de poser des questions. » Cyprien ferma les yeux, prit une profonde inspiration et pressa lourdement la plume sur le papier. La signature était tordue et désordonnée. Lorsqu'il termina le trait final, la plume déchira le papier. Il lâcha prise. Le stylo roula au loin. « J'ai signé. » Cyprien leva les yeux. « Séraphine, je n'ai plus rien. Maintenant, pouvons-nous » Avant qu'il ne puisse finir, Vivienne s'avança et arracha l'accord. Séraphine verrouilla son téléphone, se leva, le mit dans sa poche, donna une instruction à Vivienne et ramassa son blazer sur la chaise. Juste à ce moment, les lourdes portes en noyer furent violemment poussées de l'extérieur. 4 officiers de la brigade financière française entrèrent à grands pas, armes au poing, tenant un mandat, suivis de 2 agents d'Interpol. Monsieur Cyprien Saint-Cyr. L'officier principal montra son insigne. Nous avons reçu des renseignements et des preuves vérifiables concernant votre implication dans le blanchiment d'argent transnational, une évasion fiscale massive et des transferts illégaux d'actifs. Vous êtes en état d'arrestation. Renaud bondit de sa chaise, ses jambes lui faisant défaut, et s'écrasa sur le sol. Mes pilules. Il s'agrippa la poitrine, devenant violet. L'équipe juridique de Saint-Cyr tomba dans le chaos. La police les foudroya du regard. Cyprien était agenouillé sur le sol, son cerveau court-circuitant. 2 officiers s'avancèrent, l'attrapèrent par les épaules et le relevèrent de force. Le métal froid des menottes cliqueta fermement autour de ses poignets. Cyprien ne résista pas, son regard perçant le chaos pour se verrouiller sur Séraphine, qui était déjà à la porte. « Thomas Menti ». La voix de Cyprien tremblait, ses yeux saignant de rouge. « Tu as pris l'accord, mais tu n'as jamais eu l'intention de me laisser partir. » Séraphine s'arrêta. Elle se retourna et le regarda. Cet accord était le billet que vous avez acheté pour vous tenir ici et me forcer à écouter vos ordures pendant 5 minutes. Elle ajusta sa manchette. Quant à la police, elle est ici pour refermer le filet. J'ai simplement choisi de ne pas les arrêter. Séraphine! Cyprien se débattit sauvagement, les menottes entaillant sa chair. Je suis ton mari. Si je vais en prison, la famille Saint-Cyr ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Ils se vengeront. Séraphine regarda son visage paniqué et tordu. Le siège de Saint-Cyr, avenue Montaigne, a été perquisitionné par la police il y a 10 minutes. Son rythme était lent. Votre oncle, votre conseil d'administration, leurs avoirs sont gelés. Ils n'ont même pas l'argent pour engager des avocats en ce moment. Personne ne viendra se venger contre moi.
Elle se retourna, poussa les portes et dit « Emmenez-le ». Les portes se fermèrent lentement sur le rugissement désespéré de Cyprien. 6 mois plus tard, prison de la Santé, Paris. Un épais acrylique pare-balles divisait le parloir. De ce côté, Séraphine était assise tranquillement sur une chaise en acier inoxydable, vêtue d'un trench-coat beige. De l'autre côté, la porte métallique s'ouvrit. Cyprien, portant une combinaison grise et de lourdes chaînes, fut fait sortir par des gardiens. Ses cheveux étaient rasés courts. Ses joues étaient profondément creusées, ses pommettes saillantes. Le milliardaire autrefois intouchable n'était plus qu'une coquille vide et creuse. Il s'assit face à la vitre, ses mains tremblantes ramassant le combiné noir. Séraphine décrocha le sien. « Tu es enfin venu me voir. » Cyprien fixa la femme de l'autre côté de la vitre, sa voix râpant comme un soufflet brisé. « 3 mois. Le gardien a dit que si je ne signais pas ce formulaire de liquidation d'actifs offshore, vous continueriez à envoyer des assignations à comparaître chaque mois. Tu détestes les tracas, alors tu es venu. » Séraphine regarda ses lèvres gercées. « Le directeur exécutif de l'équipe de liquidation est mon partenaire. Si je n'étais pas venu, il a 30 recours légaux pour saisir vos biens de force. » L'œil de Cyprien tressaillit. Ses jointures devinrent blanches sur le combiné. « Alors pourquoi es-tu venu ?» Sa respiration s'accéléra, pressant son corps contre la vitre. « Séraphine, je sais que tu me hais, mais le fait que tu sois assise ici aujourd'hui prouve que tu t'en soucies encore. Pendant 6 mois, j'ai pensé à nos 3 années passées ensemble chaque jour. Tu avais peur du noir. Chaque nuit, tu laissais une lumière allumée dans le couloir en m'attendant. Tu avais des maux d'estomac, mais pour m'accompagner au gala, J'ai laissé la lumière allumée dans le couloir pour que la caméra cachée ait suffisamment de lumière pour enregistrer. » La voix de Séraphine était complètement plate. Les mots de Cyprien s'étouffèrent. Pour enregistrer l'intégralité du processus où vous faisiez entrer les avocats de Clélie dans le bureau à minuit pour transférer les biens matrimoniaux. Cyprien la fixa, la bouche entr'ouverte. « Quant à vous accompagner au gala ?» Séraphine regarda son visage tordu et choqué. « Lors de ces soirées, j'ai obtenu les coordonnées privées des héritiers de 3 grands conglomérats européens. Il y a 3 mois, ils sont devenus les investisseurs de série A pour la marque SIA. » Seule la respiration lourde et saccadée de Cyprien passait à travers le combiné. Ses souvenirs les plus fiers de sa femme profondément dévouée étaient nonchalamment déchiquetés en confetti par Séraphine. Signez les papiers. Séraphine pressa un formulaire d'autorisation contre la vitre. Cyprien fixa le document et se mit soudainement à rire. Il rit jusqu'à ce que des larmes coulent sur son visage. Il prit le stylo et signa son nom sur le document que le gardien lui tendait. 2 ans plus tard, salle de médiation du tribunal aux affaires familiales, Paris. Cyprien portait un costume délavé et usé. En raison de sa coopération avec l'enquête financière transnationale et de la restitution de tous les actifs cachés, sa peine avait été réduite et il avait été libéré 1 mois plus tôt. Sans le sou et restreint de toute dépense de luxe, il louait une cave dans le 13e arrondissement. Ses mains serraient fermement un magazine à scandale froissé. La couverture présentait des photos de paparazzis, SIA, vêtue d'un tailleur haute couture, tenait la main d'une petite fille de 2 ans sortant d'une école maternelle privée à Paris. La petite fille avait des traits à moitié asiatiques, de grands yeux et un sourire doux. Les mains de Cyprien tremblaient violemment d'excitation. La porte s'ouvrit et Séraphine entra. Elle portait un maquillage léger et semblait radieuse, dégageant une confiance sans faille et libre. Elle ne regarda pas Cyprien, s'asseyant directement en face de lui. « Votre honneur !» Cyprien se leva brusquement, claquant avidement le magazine sur la table. « Voici la preuve. Quand elle m'a quitté il y a 2 ans, elle était enceinte. Cet enfant a 2 ans et demi. La chronologie correspond parfaitement. C'est ma fille. J'ai des droits de visite. J'exige un test ADN immédiat. » Il se retourna, les yeux brillants alors qu'il fixait Séraphine. « Séraphine, tu ne l'as pas avorté. » La voix de Cyprien contenait une extase presque maniaque. « Tu m'as menti. Tu as eu notre bébé. Je ne veux plus rien d'autre maintenant. Je veux juste la voir 1 fois par mois. Je suis son père biologique. La loi me soutiendra. » Séraphine ouvrit son sac Hermès. Elle sortit une fine pochette transparente et fit glisser un document hospitalier avec un tampon rouge à travers la table vers Cyprien. Cyprien baissa les yeux. Rapport de pathologie. Échantillon. Tissu embryonnaire de fausse couche. Date, 10 à 7 novembre, il y a 2 ans. La nuit exacte du gala de charité à Monaco. L'extase se figea sur le visage de Cyprien. Il fixa ses lignes, son esprit devenant blanc. Cette nuit-là, je me suis allongé sur la table d'opération seule, sans anesthésie générale. Séraphine le regarda, sa voix froide comme la glace.
J'ai regardé de mes propres yeux alors que le médecin nettoyait complètement la chose que vous aviez laissée dans mon corps. Les genoux de Cyprien cédèrent et il s'écrasa lourdement sur la chaise. Alors cet enfant? Il pointa le magazine, ses doigts tremblants comme des feuilles. Séraphine sortit un deuxième document. Certificat d'adoption international. Nom, Mia. Lieu de naissance, Lyon. Père biologique, citoyen français anonyme. Mia est une orpheline que j'ai légalement adoptée il y a 1 an. Séraphine regarda posément Cyprien. Mon nom est le seul sur son registre. Elle n'a pas une seule goutte de sang Saint-Cyr en elle, et elle ne saura jamais qu'un homme nommé Cyprien Saint-Cyr existe dans ce monde. Cyprien fixa les papiers d'adoption. Le tout dernier lambeau d'espoir dans son cœur, la seule pensée qu'il avait maintenue en vie dans cette cave ces derniers mois, venait d'être réduit en cendres par Séraphine juste devant le juge. Des cendres que même le vent ne pourrait disperser. Non! Cyprien attrapa sa tête à 2 mains, laissant échapper le gémissement d'une bête piégée. Pourquoi? Pourquoi préférais-tu adopter l'enfant d'un étranger? Parce que j'avais besoin d'une famille? Séraphine prit son sac et se leva, et vous ne méritez même pas d'être un étranger. Elle ne regarda plus Cyprien. Son avocat poussa une ordonnance d'éloignement émise par le tribunal devant lui. Monsieur Saint-Cyr, veuillez signer. À compter d'aujourd'hui, vous êtes définitivement déchu de tout droit de rendre visite à mademoiselle de Monterland ou à sa fille adoptive, à quelque titre que ce soit. Il vous est interdit de vous approcher à moins de 500 mètres d'elle. Sinon, la police vous arrêtera immédiatement. Cyprien regarda l'ordonnance d'éloignement. Des larmes frappèrent le papier. Serrant le stylo dans un désespoir absolu, il signa son nom. Le soleil du début de l'automne brillait chaleureusement sur Paris. À la terrasse d'un café en plein air le long de la Seine, Séraphine était assise à une table en fer forgé blanc. Une épaisse pile de dossiers d'arbitrage international en joaillerie reposait sur la table à côté d'un café latte fumant. Une brise tournait doucement les pages. « Maman !» Une voix claire et douce résonna. Séraphine ferma le dossier et leva les yeux. Une petite fille en salopette accourut maladroitement, tenant en l'air une feuille d'automne dorée qu'elle venait de trouver. Séraphine sourit, se leva, ouvrit les bras et cueillit sa fille pour la serrer contre elle. Elle embrassa la joue de la fillette, ses yeux remplis d'une liberté et d'une confiance sans entrave. La lumière du soleil dansait dans ses cheveux, la dessinant dans une lueur d'un éclat aveuglant. Et dans les ombres, de l'autre côté de la rue, se tenait le milliardaire autrefois intouchable, Cyprien. Vêtu d'un manteau en lambeaux, il se tenait près d'une poubelle. L'ordonnance d'éloignement le clouait strictement à 500 mètres de distance. Il regardait Séraphine dans la lumière du soleil. Il regardait le sourire authentique et radieux sur son visage, un sourire qu'il n'avait jamais vu une seule fois pendant leur mariage. La poitrine de Cyprien se souleva violemment. Un souffle se bloqua dans sa gorge, forçant des larmes au bord de ses yeux. Il s'accroupit lentement, enfouissant durement son visage dans ses mains, ses épaules tremblant violemment dans le vent d'automne. Il ne pouvait que regarder, comme un harceleur sans nom, suffoquant dans des regrets sans fin et une impasse totale, contemplant de loin le monde magnifique qu'il avait personnellement détruit.